Mr. President, I have Dr. Kissinger calling you now. Fine. Thank you. President on the line, sir. Hi, Henry. Mr. President, you in New York or Washington? No, I'm here. Oh, fine, fine. Kissinger, go ahead. I'm just Mr. President. Well, Henry, how are you? Un homme en contact direct avec le président des États-Unis. Un homme de pouvoir. Mais comment l'a-t-il exercé, ce pouvoir? Comment a-t-il influencé l'histoire de son pays, celle du monde? Et comment a-t-il évolué? Nous le rencontrons dans sa maison de campagne près de New York. Pour la première fois, il a promis de parler de sa vie devant une caméra. Mr. President, I just talked to Elsa. En temps de crise, les États-Unis d'Amérique suivent volontiers les conseils des sages. On fait appel aux anciens, ceux qui ont eux-mêmes mené une guerre. Quelle doit être la réaction de la nation après les attentats du 11 septembre? Le président Bush reçoit Henry Kissinger. Il doit l'aider à faire la lumière sur ces attentats. Pendant des années, Kissinger a eu ses entrées à la Maison-Blanche. Il a contribué à écrire l'histoire. Un président se doit de penser en termes de stratégie s'il veut influencer le cours des événements. Henry Kissinger est un très bon analyste. Il a un sens aigu de la stratégie. Je le consulte régulièrement. Les États-Unis attaquent un pays lointain, l'Irak. L'opération tourne au désastre. Les Américains doivent-ils se retirer? Une fois de plus, le président Bush fait appel à Henry Kissinger. Celui-ci conseille « surtout ne pas renoncer ». Il faut que les États-Unis gagnent cette guerre. Je pense qu'on peut tirer beaucoup d'enseignements de l'histoire. Mais le président ne doit pas être paralysé par le passé. Un homme de grande expérience comme Henry Kissinger peut être une aide précieuse pour résoudre les crises actuelles. Durant la moitié de sa vie, Henry Kissinger a pu méditer sur le traumatisme vietnamien et comment tout a commencé. À cette époque, les États-Unis pensaient être confrontés à une guerre totale. Mais leur adversaire n'était pas l'islamisme, c'était le communisme. Ce qui nous a conduits au Vietnam, c'est la volonté de mettre en œuvre les principes qui avaient été couronnés de succès en Europe. Cette théorie consistait à stopper l'agression communiste pour bâtir une société démocratique et faire obstacle au communisme. L'autre théorie sous-entendait que le communisme était déterminé à abattre le monde non communiste. Au milieu des années 60, les États-Unis partagent le monde entre amis et ennemis. Ils évoquent souvent un jeu de société, les dominos. Si un domino, en l'occurrence un pays, tombe, les Américains craignent que les autres suivent. On a appelé ça la théorie des dominos. Si on renonçait à se battre contre les communistes au Sud-Vietnam et dans la région, donc si on se retirait et que l'on laissait les choses se faire, d'autres pays risquaient de basculer dans le giron soviétique. À la fin des années 60, on continuait à croire, même s'il est apparu plus tard que l'on avait tort, que le monde communiste était uni, que la République populaire de Chine et l'Union soviétique complotaient ensemble avec les autres pays communistes. On considérait que la manière dont se déroulerait le désengagement du Vietnam était d'une importance vitale pour les intérêts américains. Henry Kissinger a une expérience toute personnelle des États qui veulent dominer le monde.
Il a grandi en Allemagne dans la ville de Fürth, en Franconie. Sous la dictature, c'est un enfant. Mais un enfant juif. J'avais intégré le fait que les jeunesses hitlériennes pouvaient nous attaquer dans la rue et qu'il y avait des écriteaux interdits aux juifs. Je ne peux pas dire que ça me plaisait, mais j'en souffrais beaucoup moins que mes parents. Son père, instituteur, arrive à fuir avec sa famille aux États-Unis. Le jeune homme timide et instruit y débarque en 1938, juste à temps. À New York, Heinz est appelé Henry. Il se fond dans cette société où règne la tolérance. Ici, ni peur ni défiance, du moins au premier abord. Il profite de cette nouvelle liberté qui s'offre à lui. J'avais l'impression que la vie était beaucoup plus simple qu'à Fürth. Les gens avaient des contacts bien plus directs. À Fürth, dans les années 30, il était inconcevable de donner rendez-vous à une fille. Mais ici, les relations entre les sexes étaient moins compassées que dans la petite bourgeoisie allemande où j'avais grandi. Kissinger retrouve des amis originaires de Fürth. Anne, qui sera son épouse jusque dans les années 60, a elle aussi réussi à fuir. Tout comme Frank, un autre de ses amis. Henry et lui se portent volontaires pour faire la guerre. Il faut à nouveau se séparer. On était au restaurant Iceland, juste avant de rejoindre notre unité. On fêtait ça, et on s'est juré de faire durer notre amitié et de se revoir à notre retour. Henry Kissinger revient en Allemagne, où un grand nombre de ses proches ont été assassinés. Il est stationné à Krefeld, d'où il est chargé avec ses amis de mettre sur pied une nouvelle administration et de débusquer les nazis. J'étais rempli de haine. Je pensais à tous mes parents et mes amis qui avaient été tués. Je ne l'ai pas ressenti comme une occasion de revanche. C'était même le contraire. Je pensais que les Allemands avaient fait l'erreur de persécuter les Juifs sans distinction et que ce serait une erreur d'en faire autant avec eux. Son service militaire terminé, Henry Kissinger retourne aux États-Unis. Il travaille dans une fabrique de pinceaux et entame des études à Harvard. Le jeune homme timide a pris de l'assurance. Il a sa propre idée du rêve américain. Il veut devenir scientifique. J'étais étudiant à Harvard quand il était un professeur reconnu dans le domaine des relations internationales. À la fin des années 50, il s'était fait un nom au sein de cette faculté. Il avait écrit en 1957 un livre intitulé « Armes nucléaires et politique étrangère ». Kissinger analyse la menace exercée par l'Union soviétique. Il définit le concept de réponse graduée pour l'emploi des armes nucléaires américaines. Le livre fait sensation. Ce livre a eu un grand retentissement. Il a permis à beaucoup de gens de se faire une première opinion en matière de stratégie nucléaire. Ce qui ne veut pas dire qu'ils approuvaient tous les thèses de Kissinger. Mais le livre était une des contributions essentielles permettant de comprendre la politique de dissuasion. 1968. Richard Nixon est candidat à la présidence. Kissinger a été le conseiller de plusieurs hommes politiques et il a attiré l'attention de Nixon. Kissinger a peu d'estime pour lui. Pourtant, il est flatté que ce dernier veuille faire de lui son conseiller à la sécurité. I enthusiastically accept this assignment, and I shall serve the President-elect with all my energy and dedication. Le duo Nixon-Kissinger, politicien et professeur, va laisser une trace indélébile dans l'histoire.
Nixon a promis de mettre fin à la guerre du Vietnam. Mais au début, ils sont dépassés. Nous étions en train de nous installer à la Maison-Blanche quand les Nord-Vietnamiens ont lancé une offensive qui coûtait la vie à 500 Américains par semaine. Elle partait principalement des zones dites sanctuarisées. Ça a duré 4 semaines. Et le premier mois de la présidence Nixon, les pertes se sont élevées à plus de 2000 hommes. Il nous fallait supporter les conséquences d'un engagement qui n'était pas le nôtre. Le coût en vie humaine était supérieur à 3 ans de guerre en Irak. Nixon et Kissinger décident d'une action secrète, le bombardement du Cambodge, là où se cachent les troupes nord-vietnamiennes. Le Cambodge est neutre, et il essaie de se tenir à l'écart de la guerre. Ces attaques ne doivent en aucun cas être connues. Est-ce qu'ils ont tenté de dire la vérité aux Américains ou de la leur cacher? De cacher ce qui se passait réellement dans cette guerre du Vietnam, comme aujourd'hui. On a un président, un conseiller à la sécurité nationale, un ministre des Affaires étrangères et un vice-président qui ont caché la vérité sur ce qui se passait en Irak. On peut faire un parallèle entre les deux situations. Nous nous attendions à des protestations, que ce soit de la part du Cambodge, du Vietnam du Nord, de la Russie ou d'autres. Nous aurions accepté le principe d'une commission d'enquête de l'ONU. Et nous étions prêts à verser des compensations financières pour les destructions causées. Mais à notre grande surprise, personne n'a protesté. Ni les Cambodgiens, ni les Nord-Vietnamiens, ni les Russes, ni les Chinois. C'est pourquoi les bombardements sont restés secrets, ce qui n'était pas prévu au départ. Les bombardements ont continué sans que personne ne réagisse. Mais donner nous-mêmes l'information aurait pu déclencher une crise qui nous apparaissait à l'époque inopportune. C'est un homme très intelligent. Je ne partage pas son point de vue, mais il est persuadé qu'on ne peut pas se permettre d'avoir des scrupules quand il s'agit d'enjeux politiques majeurs. Il y a certes une limite. On ne peut pas oublier ses scrupules sans nécessité. Je pense que Kissinger trouverait cela monstrueux, parce qu'inutile et même contre-productif par rapport au but recherché. Mais manquer de scrupules à l'occasion pour marquer un point, je ne pense pas que cela le gêne. Le secret sur les bombardements du Cambodge ne peut être gardé bien longtemps. Un reporter du New York Times profite d'une fuite dans les milieux gouvernementaux de Washington. Je suis allé voir 2 personnes très haut placées, l'une au ministère des Affaires étrangères et l'autre à la Maison-Blanche. Le fonctionnaire des Affaires étrangères m'a dit « Mon Dieu, je n'ai rien à déclarer ». Mais son expression en disait long. On pouvait lire l'étonnement sur son visage. Il n'en revenait pas que quelqu'un ait réussi à rassembler les pièces d'un puzzle ultra secret pour en faire un scénario crédible. J'ai posé la même question à mon contact à la Maison-Blanche qui m'a dit « Bill, je ne t'ai jamais menti. Je ne veux pas commencer aujourd'hui, alors change de sujet. » Là, j'ai réalisé que je tenais mon papier et je l'ai écrit. Kissinger passe quelques jours en Floride avec le président, comme il le fera souvent par la suite. Mais les révélations du New York Times écourtent la tranquillité du conseiller à la sécurité. Les bombardements du Cambodge ne sont plus secrets. Ils étaient absolument furieux de cette fuite. Nixon voulait trouver le coupable, comme à chaque fois dans les années qui suivront, et Kissinger aussi.
C'était la première défaillance dans la sécurité de son administration. Ils étaient en poste depuis quelques mois seulement, et déjà l'un des secrets les mieux gardés de leur politique étrangère s'étalait à la une du New York Times. Qui a trahi? Pour trouver l'origine de la fuite, le FBI met de nombreux téléphones sur écoute, même ceux des proches collaborateurs de Kissinger. Mais quel est le rôle de Kissinger? Je ne peux pas dire que j'ai particulièrement apprécié que Henry Kissinger ait fait mettre sur écoute certains de ses plus proches collaborateurs, dont je faisais partie. Je pense que c'était une erreur, mais je ne lui en veux pas sur le fond. J'étais d'accord avec lui sur la gravité de ces fuites et je n'approuve pas ceux qui en sont responsables. Haig a joué un rôle de premier plan dans cette histoire. Je pense qu'il était en liaison permanente avec le FBI. Tout ce qui était suspect arrivait directement sur le bureau de Henry. Et quand il était absent, sur le mien. Quand il y avait une fuite suivie d'une enquête, mon rôle consistait uniquement à fournir les noms des gens qui avaient eu accès à l'information. On ne trouvera jamais l'origine de la fuite. Kissinger est maintenant l'un des hommes les plus influents des États-Unis. Le ministre des Affaires étrangères, Rogers, n'a qu'un rôle de second plan. C'est le Conseil national de sécurité de Kissinger qui élabore les stratégies globales des États-Unis. Kissinger a le pouvoir, mais il a peu d'amis. Les premiers jours, les premiers mois même, il était extraordinairement attentif à ce qu'il faisait et comment il le faisait. Il était difficile pour nous de travailler avec lui. Il contrôlait tout ce que nous faisions. Il n'était pas très apprécié par ceux qui travaillaient étroitement avec lui. C'était plutôt une sorte de loyauté qui témoignait de leur respect pour ses compétences et pour ses capacités. Mais je ne pense pas que quelqu'un l'aimait en tant que personne. C'était un chef dur à la tâche, qui exigeait une perfection quasi totale. J'en connais qui ont eu à recommencer plusieurs fois leur travail, jusqu'à ce qu'ils soient satisfaits. Juillet 1969. Nixon et Kissinger, qui sont en fonction depuis 6 mois, se rendent sur le terrain au Vietnam du Sud. On attend de Nixon qu'il tienne ses promesses électorales. Il veut mettre un terme à une guerre commencée par ses prédécesseurs, Kennedy et Johnson, mais dans l'honneur. Comment faire et quand? Henry Kissinger est chargé de tout concevoir. Lui non plus n'a pas de plan pour la suite. Pour Nixon et Kissinger, il est hors de question de reconnaître la défaite. Au lieu de mettre un terme à la guerre, ils s'y engagent plus avant. Les Nord-Vietnamiens se révèlent des combattants endurcis. Ils se fichaient de perdre des hommes, et leur tolérance à la douleur était bien plus élevée que celle d'une nation occidentale civilisée. Le seul moyen d'y arriver, c'était de leur faire vraiment mal. Nixon et Kissinger décident d'envoyer des troupes américaines au Cambodge. C'est une invasion, et cette fois ouvertement. Et c'est l'escalade. Nixon et lui n'ont fait que poursuivre la guerre. Ils ont travaillé exclusivement à la prolonger jusqu'en 1972, jusqu'à la réélection de Nixon. Résultat, 25 000 soldats américains sont morts pour rien, et des centaines de milliers de Vietnamiens. Mai 1970. Aux États-Unis, la situation est de plus en plus tendue. Des dizaines de milliers d'Américains descendent dans la rue pour manifester contre Nixon
et son conseiller à la sécurité, Henry Kissinger. Personnellement, je me sentais d'autant plus blessé que je connaissais les professeurs de ces étudiants. J'avais fait mes études avec eux. Certains étudiants avaient été mes élèves un an avant. Un jour que plusieurs centaines de milliers d'entre eux étaient rassemblés non loin de la Maison-Blanche, j'ai envoyé des assistants. Pendant la crise cambodgienne, j'envoyais mes assistants pour qu'ils cherchent des étudiants prêts à discuter. J'avais réservé mes après-midi pour ça. Ça n'a rien changé à la virulence des manifestations. D'ailleurs, je ne m'y attendais pas. Ladies and gentlemen, the President of the United States. Nixon tente de galvaniser l'opinion. The 150,000 Americans that I announced for withdrawal in the next year will come home on schedule. And it will, in my opinion, serve the cause of a just peace in Vietnam. Cette escalade de la guerre finit par diviser l'équipe de Kissinger. 3 de ses proches collaborateurs démissionnent. Tony Lake, Bill Watts et moi avons quitté l'équipe et protesté contre l'invasion, mais nous n'avons fait ni déclaration publique, ni conférence de presse, pour ne pas affaiblir la position de Kissinger au sein du gouvernement. Nous estimions que ce gouvernement était d'une incompétence terrifiante et qu'abattre Kissinger, c'était attaquer le pays. Paradoxalement, Kissinger était notre dernier espoir. L'immigrant, le théoricien, le non-conformiste. Il cherche la reconnaissance du président tout en gardant ses distances. Est-il capable de s'opposer à Nixon? Y pense-t-il seulement? Le patron de Kissinger. Un homme bourré de complexes qui se méfie des intellectuels. Comme ses prédécesseurs, Nixon veut disposer d'un système d'écoute à la Maison-Blanche. Mais il veut plus. Il veut aussi que toutes ses conversations soient enregistrées secrètement. Un agent est chargé d'installer des micros cachés. Il y avait 6 micros cachés dans le bureau du président. L'idée n'était pas très bonne, car quand le président discutait avec ses collaborateurs autour du bureau, on entendait les tasses qui s'entrechoquaient. Près de la cheminée où le président recevait ses visiteurs de marque, les micros étaient cachés dans les pieds de lampes. Dans la salle de réunion du cabinet, ils étaient dissimulés dans les appliques. Il y en avait dans tous les téléphones des bureaux, dans le salon du président, la Lincoln Room, qui se trouve dans sa résidence privée. Plus tard, on a posé un micro dans son petit bureau de Camp David. Et dans son bureau du bâtiment administratif également. Je ne l'ai appris qu'en mai 73, à peu près 6 semaines avant que ce système d'écoute ne soit rendu public. C'est le général Haig qui me l'a dit quand il est devenu conseiller. J'étais choqué. Au début, je me suis dit qu'il fallait que je fasse attention. Mais au bout de 3 ou 4 jours, j'ai réalisé que je n'avais pas le choix. Vous ne pouvez pas élaborer un discours pour l'enregistrement pendant que vous parlez au président. Durant ces 6 semaines, les magnétophones ont tourné et je le savais. Il serait intéressant pour moi de comparer ces enregistrements avec les précédents pour voir s'il y a une différence dans mes propos. Je n'y ai jamais réfléchi. Je pense que non. Mais le système est brutal. Kissinger et la méfiance. Des années plus tard, il fera lui-même enregistrer ses conversations. Et lui aussi finira un jour par perdre le contrôle de son système.
C'est moi qui lui ai conseillé de le faire. Je lui ai dit, Henry, c'est le seul moyen, à moins que tu ne prennes des notes et que tu les amènes à ton interlocuteur en disant « Voilà ce que je vous ai dit », c'est le seul moyen de conserver une trace de ce que tu as dit ou promis. Et si un jour tu veux écrire un livre, ça te servira de base, tu pourras t'y référer. Et c'est ce qu'il a fait. Un des problèmes de cette période, c'est que nous avons tous gardé une telle quantité d'enregistrements que quiconque voulant étayer son point de vue peut isoler une phrase et la monter en épingle, sans faire référence au contexte de l'époque. Willy Brandt sera l'une des victimes de cette manie des écoutes. Le chancelier allemand développe une politique différente vis-à-vis du bloc communiste. Il parie sur la détente, ce qui lui vaut la méfiance de Kissinger, même si aujourd'hui les souvenirs divergent. J'avais une grande admiration pour Willy Brandt quand il était maire de Berlin. Il symbolisait la résistance à l'Union soviétique. J'avais énormément de respect pour lui. Si je m'en souviens bien, il n'y a eu aucune bienveillance particulière à son égard. Je crois que pour lui, Brandt restait avant tout un socialiste. Et donc, il fallait être très prudent. Il ne débordait pas d'enthousiasme pour lui, et c'est un euphémisme. Leurs opinions étaient très divergentes. Je ne pense pas qu'il avait beaucoup d'admiration pour Brandt. Pour être franc, je pense qu'il était persuadé que Willy Brandt était une terrible erreur pour la RFA. Willy Brandt représentait un dilemme pour Kissinger, qui voyait en cet Allemand un concurrent dans les relations Est-Ouest. Il est à la fois un allié et un rival. À l'époque, j'étais ministre de la Défense, puis ministre des Finances. Et l'une de mes tâches a été de dissiper les doutes qui s'élevaient aux États-Unis concernant la fidélité des Allemands aux alliances. J'ai expliqué à Henry Kissinger que Brandt était quelqu'un de bien et qu'on pouvait se fier à sa parole. Il m'a répondu « Toi, je peux te faire confiance, mais lui, je ne le connais pas. » Ce ne sont peut-être pas ses mots exacts, mais c'était sa position. On était à Washington, Brandt et moi. On logeait à Blair House, la résidence officielle. Brandt m'a dit très franchement qu'il avait peu d'estime pour Nixon. Je lui ai dit de se méfier, qu'on était sûrement sur écoute. Il m'a répondu qu'il n'en croyait rien, qu'on n'était pas à Moscou. Je lui ai dit peut-être que si. En tout cas, il est devenu plus prudent. Évidemment, on était sur écoute. Évidemment, c'est arrivé sur le bureau de Nixon. Nixon a demandé son avis à Henry. Il faut dire que Nixon n'était pas un président spécialement facile sur le plan psychologique. Et bien sûr, Henry en a rajouté. Le compte-rendu de leur conversation le prouve. Le président trouve Brandt un peu borné. Et Kissinger d'ajouter « Brandt est borné, paresseux et alcoolique ». Mais les Américains ont avec Brandt un problème plus sérieux, une sorte de jalousie politique à l'égard de l'Allemand et de son flirt avec les Russes. Au départ, nous avons eu quelques doutes sur l'Ostpolitik. Nous soupçonnions les Allemands de vouloir faire cavalier seul, ce qui pouvait déboucher sur une nouvelle forme de nationalisme. Aux yeux de Henry, et à mon avis, c'était justifié, l'Ostpolitik venait miner sa propre politique, la politique de détente. Ce que Brandt fait au grand jour, Kissinger est obligé de le faire en secret. Le tollé dans son pays serait énorme si ses tentatives de rapprochement avec les communistes étaient connues. Kissinger décide d'abord d'aller en Chine. 19 Kissinger décide d'abord d'aller en Chine.
une opération ultra secrète via le Pakistan. Pour donner le change, Kissinger a été censé avoir mal à l'estomac et passer quelques jours en montagne pour se remettre. Le problème, c'est qu'il a eu réellement mal à l'estomac en Inde avant d'arriver au Pakistan. Il a donc été obligé de le cacher, car il pouvait difficilement avoir 2 fois le même malaise. Il a tout enduré pour préserver cette fiction et on s'est envolé pour le Pakistan. À Islamabad, Kissinger se comporte avec les journalistes comme à l'accoutumée. Personne ne doit soupçonner que le conseiller à la sécurité de Nixon veut se rendre à Pékin. Une manœuvre de diversion, avec la complicité du président pakistanais. On a fait nos valises en pleine nuit, on a quitté secrètement l'hôtel pour l'aéroport d'Islamabad, où nous attendait l'avion personnel du président du Pakistan. Ça a été le moment le plus excitant de ma vie, ce vol secret d'Islamabad à Pékin. On a survolé le K2, le 2e sommet du monde. Le soleil se levait dans un ciel très clair, la neige étincelait. Mis à part ceux qui étaient dans la confidence, personne au monde ne savait que nous étions là. Nous étions sur le point de rencontrer Chou En-lai et les Chinois qu'on n'avait pas vus depuis 22 ans. Sur le plan historique et géopolitique, c'était un enjeu énorme avec en plus cette dimension à la James Bond. La Chine, où Kissinger se rend secrètement, est à l'opposé des États-Unis. Une société policée, soumise aux consignes idéologiques d'un pouvoir central, avec à sa tête un dieu vivant. La Chine sous Mao Tse-tung était loin d'être un paradis. Et l'ouverture proposée à la Chine était destinée à faire contrepoids à l'Union soviétique. C'était un parfait exemple de la réelle politique, chère à Henry Kissinger. Quelques mois plus tard, Richard Nixon se rend en visite officielle à Pékin. Le voyage de Nixon en Chine était une volte-face totale de la diplomatie américaine. La diplomatie de la fin des années 40 aux années 50 et à une bonne partie des années 60 consistait à ignorer la Chine en faisant comme si elle n'existait pas. La diplomatie secrète de Kissinger s'avère payante. Pour la première fois, les Américains se rendent dans l'empire de leur adversaire idéologique. Le monde retient son souffle. Tout semble maintenant à portée de main. Henry Kissinger a réussi à faire sauter le pas à une nation entière. Les rencontres avec Mao Tse-tung pourraient modifier le cours de l'histoire. Il avait une résidence très simple dans la cité interdite. Quand j'y suis allé les premières fois, j'ai vu qu'il y avait un lit dans son bureau. Je ne sais pas s'il avait une demeure plus luxueuse qu'il préférait ne pas montrer. Une atmosphère de mystère flottait autour de lui. Il avait un sens aigu de la stratégie. Bien entendu, il est aussi responsable de plus de crimes et de morts qu'aucun autre dirigeant contemporain. Son intelligence hors du commun ne pouvait pas justifier ou excuser sa politique intérieure. Mais en politique étrangère, c'était un stratège impressionnant. Mais Kissinger voit plus loin. La Chine n'est pour lui qu'une étape. Nous avons isolé la Chine bloc, qui, il fallait bien l'admettre, était dominée par l'Union soviétique. Et comme nous avions rompu publiquement ce lien, nous pouvions nous permettre de jouer les Chinois contre les Soviétiques et vice-versa.
Mai 1972. C'est également en secret que Kissinger prépare la visite de Nixon à Moscou. Aux États-Unis, il subsiste encore trop de réserves vis-à-vis des Soviétiques. Sans parler de Nixon, qui veut être seul sous les feux des projecteurs. Et puis, il y a aussi la guerre acharnée que se livrent les superpuissances au Vietnam, par alliés interposés. Les États-Unis risquent de perdre la guerre. Il est hors de question que le sommet de Moscou puisse apparaître comme une rencontre entre vainqueurs et vaincus. Kissinger et les Soviétiques négocient en secret chaque détail du protocole. Ils ont accepté de poursuivre le sommet malgré nos bombardements sur Hanoï et Haiphong, en principe alliés. Ils ont arrangé une rencontre avec les 4 responsables russes dans la datcha de Brejnev. J'y étais avec quelques autres. Brejnev et ses co-dirigeants ont passé 3h30 à faire la leçon à Nixon sur notre politique déplorable au Vietnam, nous expliquant comment nous devrions quitter le pays. L'ambiance était très tendue. À la fin de cette réunion, on est monté à l'étage. Brejnev et les autres ont alors complètement changé d'attitude. Ils nous servaient de la vodka, ils chantaient et plaisantaient. Il était évident qu'ils venaient de remplir leur contrat avec Hanoï. Ils pouvaient envoyer le compte-rendu pour prouver leur intransigeance. Brejnev n'avait pas le même niveau intellectuel que les leaders chinois ou que Kosygin. Mais il possédait une sorte d'instinct inné. Et je pensais qu'il voulait vraiment mener à bien ces négociations de paix avec les États-Unis, avec au besoin quelques entorses aux règles. Je pense rétrospectivement qu'il a été un prédécesseur de Gorbatchev, parce qu'il avait compris que leur système ne tournait pas rond. Confrontation des adversaires, choc des symboles. Les questions de fond sont au nombre de 2. Le retrait du Vietnam et les missiles nucléaires. Mais qui mène la danse? Kissinger dispose de peu de temps pour deviner la stratégie de Brejnev. Il avait compris qu'une confrontation prolongée avec l'Amérique risquait d'épuiser l'Union soviétique. Sur les clauses pratiques du désarmement, il s'est montré, à mon avis, très coopératif. Je sais qu'à l'époque, aux États-Unis, on se demandait s'ils avaient les moyens d'une première frappe. Moi, je n'y ai jamais cru. Et l'histoire a montré que c'était complètement absurde. Cette diplomatie du cocktail en agace plus d'un aux États-Unis. Henry Kissinger était-il en train de brader l'honneur du pays? Il pensait devoir manœuvrer sans état d'âme, parfois même avec cynisme, pour compenser la position confuse des Américains. Dans ce contexte, je pense que la realpolitik consiste à être prêt à faire des choses qu'on préférerait ne pas faire si la situation n'était pas aussi grave. Ça ne va pas jusqu'à dire que la fin justifie les moyens, mais c'est un peu ça. Je pense qu'il n'était pas particulièrement influencé par les sentiments ou l'émotion, ni par les principes moraux qui régissent les rapports humains. Les nations fonctionnent différemment. Le sommet de Moscou n'a pas pu mettre fin à la guerre du Vietnam. Accablés, Nixon et Kissinger tentent d'éviter la déroute qui menace et continuent à terroriser l'adversaire par les bombardements. Dans sa conduite de la guerre, le président américain surprend de plus en plus non seulement ses adversaires, mais aussi ses proches collaborateurs. Nixon est-il devenu irresponsable? Kissinger est suffisamment souple et intelligent pour faire de cette faiblesse du président un atout. Envisager les relations internationales en jouant sur son côté lunatique, c'était vraiment osé, vous savez.
Nixon pensait qu'en faisant preuve d'irrationalité dans son comportement, cela intimiderait et ferait peur aux gouvernements soviétiques, chinois et vietnamiens. Il cultivait cette image de président imprévisible pour qu'on le croie capable de faire quelque chose de vraiment fou, de terrible. Jusqu'où Nixon ira-t-il? Utilisera-t-il l'arme nucléaire? Tous ceux qui connaissaient Nixon vous diront qu'il tenait souvent des propos aberrants, que c'était sa façon de relâcher la pression. Ce n'était jamais à prendre au sérieux. En épluchant les comptes rendus d'écoute, il n'est pas difficile de trouver certaines de ses déclarations grandiloquentes. Nixon est hors de lui. Il veut faire sauter les digues, les centrales électriques, les villes, le pays tout entier. La réaction de Kissinger? Il lui assure que les Américains sauraient le comprendre. Nixon était imprévisible et Kissinger n'hésitait pas à utiliser ce défaut. Parfois, il y allait tout en finesse, et parfois c'était son argument massu. Il débitait son petit laïus. Je comprends très bien ce que vous voulez dire. Je comprends votre point de vue, mais vous devez comprendre que je parle au nom de quelqu'un de très imprévisible. Je pense qu'il a même dû employer le terme « le forcené de la Maison-Blanche ». Je serai plutôt de votre avis, mais lui ne le sera pas. Il se servait de Nixon et Nixon se servait de lui. Si Nixon a menacé d'utiliser les armes nucléaires, Kissinger, le scientifique, a, lui, réfléchi depuis longtemps à ce scénario catastrophe. Finalement, ce qu'il disait n'était pas faux. Il disait qu'à l'ère du nucléaire, les risques de guerre étaient immenses. Tant que vous n'arriviez pas à convaincre votre adversaire que vous étiez capable d'aller plus loin que ce qu'on attendait de vous, il ne vous prendrait pas au sérieux. L'analyse était pertinente. Mais dans sa politique étrangère, je ne me souviens d'aucun acte irrationnel de sa part. Ces bruits de bottes atomiques à Washington n'impressionnent pas les Nord-Vietnamiens. Kissinger se rend à plusieurs reprises à Paris pour des négociations de paix. D'abord en secret, puis officiellement. Les pourparlers se prolongent pendant plusieurs années, tandis que la guerre continue en Extrême-Orient. J'ai participé directement aux premières négociations secrètes. Fin 69, début 70, nous avions abouti à un accord préalable pour le retrait programmé des Nord-Vietnamiens et des Américains. Un gouvernement de coalition entre les autorités du Sud-Vietnam et le Viet Cong devait ensuite exercer le pouvoir, chacun contrôlant une partie du territoire. Nous l'avions appelé l'accord Tache de Léopard. La guerre aurait pu se terminer au milieu de l'année 1970, s'il n'y avait pas eu le coup d'État au Cambodge et son invasion. Quand vous avez 550 000 hommes sur place et que vous en avez déjà perdu 35 000, ce n'est pas comme tourner un bouton pour éteindre la télé sans vous préoccuper des gens qui vous ont fait confiance, qui ont mis leur destin entre vos mains. Et techniquement, comment faire pour évacuer 500 000 personnes quand on voit les problèmes que cela pose aujourd'hui pour quelques centaines d'individus? Organiser une retraite en bon ordre, tout en consolidant la position de nos alliés, je pense qu'il n'y avait pas d'autre solution.
Ce n'est pas la sortie que les Américains avaient imaginée. Au lieu d'une fin triomphale, ils sont obligés de faire appel à la bonne volonté de leurs ennemis, conduits par le duc Tho. La superpuissance est bafouée. Kissinger peine à présenter cet échec comme un retrait honorable. Ça a été difficile à vivre. Leur stratégie consistait à nous briser le moral. Ils nous manœuvraient pour achever de démoraliser l'Amérique. Et ils s'y entendaient parfaitement. The following statement is being issued at this moment in Washington and Hanoi. At 12:30 Paris time today, January 23, 1973, the agreement on ending the war and restoring peace in Vietnam was initialed by Dr. Henry Kissinger on behalf of the United States and Special Advisor Lee Duc-Tho on behalf of the Democratic Republic of Vietnam. Les États-Unis ont perdu une guerre, mais Kissinger, le tacticien, a gagné. Le duc Tho et lui sont pressentis pour le prix Nobel de la paix. Nothing that has happened to me in public life has moved me more than this award. When I shall receive the award, together with my old colleague in the search for peace in Vietnam, Lee Duc-Tho. Mais le duc Tho refuse le Nobel. Et Henry Kissinger. Il apprend qu'à Oslo, des manifestants l'attendent et décide d'envoyer l'ambassadeur des États-Unis recevoir le prix en son nom. Kissinger et Nixon sont au sommet de leur gloire quand soudain l'abîme s'ouvre devant eux. Un épisode somme toute assez anecdotique menace la présidence. Les événements remontent à la campagne électorale de 1972, quand le républicain Nixon se représente pour un deuxième mandat. Ses chances de l'emporter sont plutôt bonnes, mais sa méfiance à l'égard du candidat démocrate l'aveugle au point de lui faire oublier la loi. 5 hommes pénètrent par effraction dans les locaux des démocrates à l'hôtel Watergate. Ils inspectent les lieux et y installent des micros, mais ils se font prendre. La piste conduit au donneur d'ordre de la Maison-Blanche. Henry Kissinger n'avait strictement rien à voir avec l'effraction du Watergate. À l'origine du Watergate, il y a une présidence criminelle méprisant la Constitution. Quand j'ai réalisé l'ampleur de l'affaire assez tardivement, j'ai appelé un proche de Nixon, qui avait été conseiller d'Eisenhower, et je lui ai demandé « Comment est-ce possible ?» Il m'a dit « Un imbécile est sorti du bureau ovale et a fait ce qu'on lui avait demandé. » Le système d'écoute va piéger Nixon. Un procès-verbal prouve qu'il est au courant du chantage des cambrioleurs. « $1 million? Pas de problème, répond le président. Et en liquide s'il le faut. I would say these people are going to cost $1 million over the next few years. Where you can get $1 million, and you can get it in cash. Quand on lit ces déclarations dramatiques, ceux qui connaissent bien Nixon savaient que ça ne voulait rien dire, qu'il suffisait de revenir à la charge quelques heures plus tard, ou même mieux le lendemain. Il fallait lui donner cette chance. Mais certains ne l'ont pas fait. Kissinger et Nixon accumulent les succès. Mais la politique du secret pratiquée à la Maison-Blanche a son revers. Un rapport machiavélique avec la vérité. Kissinger voit son président s'enfoncer. Good evening. I had no prior knowledge of the Watergate break-in. I neither took part in nor knew about any of the subsequent cover-up activities. I neither authorized nor encouraged subordinates to engage in illegal or improper campaign tactics.
That was, and that is, the simple truth. La façade se lézarde. John Dean, qui a informé Nixon de la tentative de chantage, est le premier à témoigner. À ce moment-là, personne n'est au courant du système d'écoute à la Maison-Blanche. Je savais que John Dean disait la vérité. J'étais parfaitement au courant des écoutes. Puis j'ai été entendu à mon tour, après John Dean. Je savais l'importance de ces bandes pour Richard Nixon. Je savais combien il tenait à ce qu'elles restent secrètes. Et j'étais en train de tout dévoiler. J'étais un partisan de Nixon. J'avais été honoré de travailler pour lui durant ces 4 années. Et maintenant, c'était moi qui allais lui causer du tort et mettre son mandat en danger. Nixon a de plus en plus de mal à faire face quand à la crise intérieure s'ajoute un conflit extérieur. Octobre 1973, les troupes égyptiennes et syriennes attaquent Israël. Nixon était conscient que la guerre du Kippour était une conséquence du Watergate. Les Russes sentaient qu'il était tellement accaparé qu'ils pouvaient tout se permettre. La situation était tendue à l'extrême. Mais nous y avons vu une occasion de démarrer un processus de paix. Kissinger met en place un pont aérien avec Israël. Les États-Unis livrent les armes dont leur allié a besoin pour sa défense. Lorsque les Israéliens réussissent à encercler une armée égyptienne au complet, les Égyptiens appellent l'Union soviétique à l'aide. Est-ce que Moscou va envoyer ses propres troupes? C'est l'épreuve de force. USA et URSS s'affrontent indirectement au Moyen-Orient. Un état-major de crise se réunit à Washington. Une confrontation directe des deux superpuissances semble inévitable. Quand nous nous sommes retrouvés dans la nuit, le président était dans sa résidence. Le général Haig, son chef d'état-major, l'a rejoint après notre réunion. Le président m'a demandé si je connaissais le point de vue de Henry. Je lui ai répondu, « Vous savez bien qu'il fait bloc avec vous. Il n'y a pas d'ambiguïté. » Henry connaissait le président par cœur. Et il savait ce qui était raisonnable. Cette nuit-là, Nixon se retire dans ses appartements. On murmure qu'il s'est mis à boire. À cause de l'affaire du Watergate, le président est presque incapable de réagir. Pourquoi le président a-t-il décidé de s'absenter ce soir-là? C'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Haig nous a dit de continuer la réunion, qu'il nous tiendrait au courant, et c'est ce qu'on a fait. Tous les regards sont braqués sur Henry Kissinger et ses proches. Comment faire face à la menace soviétique? Je me souviens que Haig et Henry ont conclu qu'il fallait augmenter d'un cran le niveau d'alerte. Nous avons mis en alerte toutes les forces américaines dans le monde, sachant que les soviets remarqueraient l'augmentation massive des messages et comprendraient que nous ne plaisantions pas. DEFCON 3. Niveau d'alerte renforcé. Le monde est au bord d'un conflit nucléaire. Est-ce un coup de bluff des Américains? L'Union soviétique se laisse impressionner et renonce à envoyer des troupes dans la presqu'île du Sinaï. La stratégie de la terreur de Kissinger a payé. Ce que nous avons essayé de faire sous Nixon, c'était d'évaluer avec un maximum de précision le pour et le contre de chaque situation. Nous n'avons jamais pensé contraindre d'autres pays par la force. Nous l'avons utilisé en laissant toujours la porte ouverte aux négociations. Mais nous étions convaincus que la force restait un élément primordial dans les relations internationales. Il était prêt à utiliser l'arme atomique? Non, je pense qu'il était persuadé qu'en menaçant de s'en servir,
il n'aurait jamais à le faire. C'est ça la dissuasion. Il faut être prêt à s'en servir. Si vous ne voulez pas l'utiliser, si vous voulez l'utiliser, faites croire à l'adversaire que vous ne le ferez pas. Alors eux, ils s'en serviront. Kissinger, fort de la puissance des États-Unis, se rend personnellement au Moyen-Orient. Pendant des semaines, il fait la navette entre les capitales de la région pour dénouer la crise, inaugurant une nouvelle forme de diplomatie. Autour de lui, tout le monde titubait de fatigue, mais il ne s'arrêtait pas. Je m'en souviendrai toujours. J'étais assis en face de lui, ne pensant qu'à une chose. Quand va-t-il se coucher, que je puisse dormir un peu? Certains jours, nous avons fait des va-et-vient pendant 16 ou 18 heures, passant dans 2 ou 3 capitales en moins de 24 heures. Kissinger réussit finalement à faire baisser la tension au Moyen-Orient, du moins pour un temps. Il s'accorde de courts moments de détente, toujours poursuivis par la presse, toujours sous haute protection. Un armistice au Vietnam, la paix au Moyen-Orient. Henry Kissinger passe pour le Superman de la diplomatie. Et en même temps que lui, on célèbre son style, la realpolitik. La realpolitik s'explique facilement. Vous acceptez les accords quand ils sont à votre avantage. Et vous les mettez au rencard dès qu'ils ont cessé de l'être, dans la mesure où vous en êtes capable. Voilà ce que c'est la realpolitik. Vous ne pouvez pas toujours faire ce que vous voulez. Mais la realpolitik vous permet de savoir comment tirer le maximum d'une situation donnée, et la morale n'a strictement rien à voir là-dedans. Henry Kissinger est le bâtisseur d'un nouvel ordre du monde, un ordre américain. Mais certains n'y ont pas leur place. Par exemple, un dirigeant socialiste du Chili. À l'automne 73, la situation de Salvador Allende s'aggrave, en pleine affaire du Watergate, et pendant la crise du Moyen-Orient. L'histoire a commencé 3 ans plus tôt avec la candidature d'Allende aux élections présidentielles chiliennes. Nixon redoute un deuxième Fidel Castro. Le phénomène Castro touchait personnellement Nixon. Il était persuadé d'avoir perdu les élections présidentielles en 1960 parce que Kennedy était plus libre de dire ce qu'il pensait de Castro que lui, qui était alors vice-président. Il était persuadé que Castro était responsable de sa défaite. Et en 1962, s'il avait perdu les élections au poste de gouverneur de Californie, c'était, disait-il, à cause de la crise des missiles de Cuba. Pour Nixon, empêcher l'arrivée au pouvoir d'un deuxième Castro était devenu une véritable obsession. Et il a déployé plus d'énergie dans ce but que pour tout autre problème que j'ai eu à gérer avec lui. Un cauchemar pour Nixon. En 1970, Allende est élu président par le peuple chilien avec quelques voix d'avance. À la Maison-Blanche, on réfléchit. Comment empêcher l'investiture d'Allende par le Parlement? L'idée qu'Allende puisse ne pas être élu ne nous préoccupait pas. Il était de gauche. Des archives récentes du KGB ont confirmé qu'il travaillait pour eux. Il était payé par le KGB. En quoi consistait votre plan pour Allende? Ça, c'est une histoire qu'il vaut mieux lire. Parce qu'on a rarement colporté autant de contre-vérités que sur ces événements. D'où ma question. Pour résumer, disons que
D'abord, je n'ai pas personnellement préparé le plan concernant Allende. Dans cette affaire, Nixon donnait directement ses ordres aux services secrets, même si je ne m'y suis pas opposé. Pendant toutes ces années, Nixon travaille étroitement avec Henry Kissinger pour mettre en œuvre les stratégies secrètes de sa politique étrangère et les actions menées par la CIA, comme par exemple au Chili. Il faut empêcher à tout prix l'émergence d'un deuxième Castro en Amérique latine. On voulait trouver un moyen de retourner la situation. Techniquement, Allende avait gagné avec environ 36% des voix seulement. Son opposant principal n'avait qu'1% de moins. En additionnant tous les votes non communistes, on arrivait à plus de 60%. La stratégie consistait à trouver une idée pour organiser de nouvelles élections avec 2 candidats seulement. À Santiago, la CIA presse le commandant en chef de l'armée, le général Schneider, de convoquer de nouvelles élections. La Constitution lui en donne le pouvoir. Mais le général refuse, il ne veut pas se mêler de politique. La CIA soutenait un groupe qui était censé préparer une alternative à Allende et recueillir des fonds dans ce but. Mais ils ont enlevé un des généraux d'Allende. Le général Schneider. Oui. Et il a été tué dans ce coup foireux. Il n'avait pas l'accord des Américains. Ce n'était pas un plan américain, mais c'était des fonds de la CIA, ce qui, aux yeux de nombreux juristes, nous rendait responsables. Malgré l'assassinat du général Schneider, Allende prend ses fonctions. Un duel inégal commence entre Allende au sud et Nixon au nord de l'Amérique. Nixon est prêt à tout pour rendre la vie impossible au nouveau président chilien. Celui-ci veut nationaliser les compagnies américaines. Un duel à distance. I think we gave some sort of assistance to. Je crois que nous avons soutenu à peu près tous ceux qui se mettaient en grève pour une raison ou pour une autre, dans le but d'aggraver les problèmes d'Allende dans son pays. La CIA avait l'habitude de ce que j'appellerais les activités clandestines. Dans le passé, certaines avaient été couronnées de succès en Amérique latine. Avant Nixon, sous Eisenhower et même auparavant, certaines opérations secrètes avaient atteint leur but, empêchant une prise du pouvoir par les communistes, par exemple au Brésil ou au Guatemala. La CIA comptait bien recommencer, et nous avions des groupes spéciaux pour cette besogne. Les activités secrètes sont indissociables de la politique américaine. Elles sont effectuées sous la responsabilité du président, mais la CIA est soumise au contrôle du Conseil national de sécurité. Donc sous la responsabilité de Kissinger. Il a effectivement joué un rôle, oui, bien sûr. La CIA finance des groupes d'opposition au Chili. Ils exploitent sans hésiter la moindre erreur du gouvernement socialiste d'Allende. Les troubles se multiplient. Les adversaires d'Allende savent depuis le début qu'ils peuvent compter sur les États-Unis. Les pressions rendent la position d'Allende de plus en plus intenable. Il y avait des comités qui examinaient les plans d'action proposés par la CIA ou le Pentagone. Des plans secrets.
Quel était le rôle de Henry Kissinger? Il était membre du comité, je crois qu'à cette époque, il le présidait. Mais il n'avait pas carte blanche. Il fallait l'accord de tous les départements concernés. Il avait à coordonner ses actions? Il les coordonnait, mais il devait s'assurer que tous les approuvaient. Nous ne connaissons pas le contenu de ces conversations parce qu'elles sont toujours classées confidentielles défense et n'ont jamais été publiées. Mais nous savons que dans ces réunions internes, il défendait avec acharnement la position de Nixon, en transmettant à la CIA ses ordres, qui étaient d'entreprendre quelque chose contre Allende. Il y mettait toute son énergie. Lorsque le gouvernement chilien perd le contrôle de la situation, un groupe de militaires décide de tenter un putsch. Les chasseurs de l'armée de l'air chilienne bombardent le palais présidentiel. Je ne peux que recommander aux téléspectateurs de lire un ouvrage sérieux sur la question et de ne pas se laisser abuser par toutes les arguties qui ont marqué cette discussion. Permettez-moi de poser une question plus générale. Le Chili était un État souverain. Pourquoi était-il si important pour les États-Unis de... Parce que nous venions d'assister à l'installation des missiles à Cuba en 1962. Et qu'au même moment, les Soviétiques étaient en train de construire une base de sous-marins à Cienfuegos à Cuba. L'Argentine était au bord de la guerre civile. Et notre évaluation de la situation correspondait à celle des gouvernements précédents. Nixon n'a rien inventé. Kennedy et Johnson avaient appliqué la même politique, avec plus de succès au moment des élections. Voilà pourquoi nous étions concernés par ces problèmes. Mais je n'ai rien à ajouter. Inutile de continuer sur ce sujet. Le 11 septembre 1973, on annonce la mort de Salvador Allende. On ne sait pas encore s'il a été assassiné ou poussé au suicide. 5 jours plus tard, un dimanche, Nixon, apparemment de très bonne humeur, appelle Henry Kissinger. Il existe une transcription de cette conversation privée. Le président parle d'abord de choses et d'autres. « Où êtes-vous, à New York ?» Kissinger lui répond. « Non, je suis à Washington, je travaille. J'irai peut-être voir un match de football cet après-midi, si j'ai fini. » Nixon. « Bien, bien, c'est le début de la saison. C'est mieux qu'à la télévision. Rien d'important de votre côté ?» Kissinger. « Non, pas grand-chose. La situation au Chili s'améliore. Et bien entendu, les journaux se lamentent parce qu'un gouvernement pro-communiste a été renversé. » Nixon. « Elle est bien bonne. » Kissinger. « Au lieu de nous féliciter, sous Eisenhower, on aurait été des héros. » Nixon. « Oui, mais n'oubliez pas que nous n'avons rien à voir dans tout ça. » Kissinger. « Ce n'est pas nous. Nous avons seulement donné un coup de pouce en rendant les choses possibles. » Je ne crois pas qu'ils appréciaient beaucoup Allende. Comme je viens de vous le dire, il est apparu plus tard qu'il était payé par le KGB. Il avait donc toutes les raisons de se réjouir. C'était la guerre froide, certes, mais c'était la guerre. Kissinger et Nixon sont responsables indirectement de la mort d'Allende, mais aussi de celle des victimes du putsch. On ne peut pas contester que le coup d'État ait été initié aux États-Unis. On a donné le feu vert aux militaires chiliens de différentes manières, et l'aide matérielle qu'on leur a fournie les rend tous deux responsables de la répression qui a sévi dans ce pays les années suivantes. Oui, ils sont responsables. Le Chili après Allende. Le nouveau maître, le général Pinochet, instaure très rapidement une dictature militaire. Des milliers de citoyens sont arrêtés, torturés et disparaissent à jamais. Quelques années plus tard, en 1976,
Henry Kissinger se rend à Santiago. Une rencontre très courtoise. Concernant les droits de l'homme, notre stratégie consistait à engager une politique de dialogue. Nous nous servions de notre influence sur Pinochet pour obtenir la libération des prisonniers et pour humaniser son régime. La réelle politique de Kissinger, moi je la qualifierais d'amorale. On ignorait délibérément ce qui se passait à l'intérieur d'un pays. Le seul critère pour différencier les amis des ennemis, c'était celui de la politique étrangère. On fermait volontairement les yeux sur la manière dont les pays traitaient leurs citoyens. Je pense que les lois internationales ont souvent été bafouées. Les droits de l'homme étaient un concept complètement étranger à Kissinger. 30 ans plus tard, avec le recul, on peut avoir une estimation différente de ces conversations. Si vous lisez mes entretiens avec Pinochet, vous pourrez dire que j'étais trop poli avec lui. Mais d'un autre côté, vous pourrez constater que 4/5 de ces conversations ont été consacrées aux droits de l'homme, d'une manière polie, et non pas sur le mode de la confrontation. Ce n'est pas à moi de juger, mais je préfère ne pas continuer sur ce sujet. Les gros titres font de Henry Kissinger bien plus qu'un simple politicien. Il devient l'égal des pop stars et apprécie d'être sous les feux des projecteurs, surtout en présence de jolies femmes. Il avait compris le pouvoir de la célébrité, d'autant qu'il était entouré de gens plutôt ternes. Il savait se servir de ce pouvoir, en profiter. Il disait toujours que le pouvoir était l'aphrodisiaque suprême, que les gens puissants plaisaient facilement. Et il avait raison. Ils étaient très jaloux de lui. Vous savez, autour de lui, c'étaient des bureaucrates qui travaillaient dur, tous mariés depuis 10, 15, 20 ou 25 ans. On peut imaginer qu'ils s'ennuyaient ferme dans leur couple. Et voilà Henry qui s'exhibe avec une beauté comme Jill St. John, ou avec d'autres femmes. Un bon sujet de commérage. J'ai toujours pensé que Henry souffrait d'un complexe d'infériorité. Ce qui le poussait à être bon en tout, c'était un profond sentiment d'insécurité. C'est sans intérêt. Nous étions satisfaits de cette relation, agréable pour l'un et pour l'autre. Et je ne sais pas si c'était inhabituel. En tout cas, nous étions discrets. Et à l'époque, je n'étais pas marié. Vous vous sentiez à l'aise? Disons que j'en ai profité pendant quelques mois, en respectant certaines limites. Mais changeons de sujet. À l'automne 73, Kissinger obtient de l'avancement. Le conseiller à la sécurité devient en plus ministre des Affaires étrangères. Il se marie pour la deuxième fois quelques mois plus tard avec une femme riche et intelligente dans l'enceinte du ministère. La réaction de la communauté juive a été sans aménité. Épouser une goye, ce n'était pas une très bonne idée. Mais le faire un samedi, c'était pire. Voyage de noces avec Nancy et avec les médias. We've been planning it for several weeks. You were very famous for your
say that for your acquaintances, female acquaintances. And do you believe that this was more of a campaign, a publicitary campaign, rather than true? I couldn't possibly admit this. A number of other bachelors are very grateful to me this week. J'ai remercié Dieu quand il s'est marié parce qu'il rentrait chez lui le soir. Je n'étais plus obligé de rester jusqu'à 10 heures tous les soirs pour ranger ses affaires. Quand ils se sont mariés, ça a été une bénédiction pour moi. À peine le temps de souffler que l'affaire du Watergate prend de l'ampleur à Washington. Henry Kissinger, fort du pouvoir conféré par ses deux fonctions, conseiller à la sécurité et ministre des Affaires étrangères, se retrouve dans la ligne de mire. Une autre histoire, plus ancienne, revient aussi à la une. Elle date des débuts de Kissinger, quand dans la presse il était question des bombardements secrets sur le Cambodge, avec la mise sur écoute des téléphones de proches collaborateurs et de certains journalistes. Malgré leurs différences, Kissinger et Nixon auraient-ils finalement la même nature? Sont-ils devenus aussi méfiants l'un que l'autre? Et Kissinger va-t-il affronter son propre Watergate? Nous avons découvert que les soi-disant plombiers, ceux qui devaient poser les écoutes, prenaient leurs ordres d'un homme de confiance de Kissinger. Les comptes rendus aboutissaient chez Haig et chez Kissinger. C'était une opération qui était fortement centrée sur son bureau. Tout ce qui était négatif le concernant, les histoires d'écoute, l'affaire particulièrement détestable du Chili, et tout le reste, est ressorti bribe par bribe. Et cela a provoqué une énorme colère chez les gens de gauche. Ils cherchaient un bouc émissaire, et pour nombre d'entre eux, il est devenu une sorte de docteur Folamour. Lors de l'un de ses voyages au-dessus de l'Atlantique, Kissinger décide de passer à la contre-offensive. Il profite d'une conférence de presse à Salzbourg pour menacer ouvertement ceux qui le critiquent. La presse découvre alors un autre Kissinger, beaucoup moins charmeur. The implication that my office was spending its time reading salacious reports about subordinates is a symptom of the poisonous atmosphere that is now characteristic of our public discussions. I do not believe that it is possible to conduct the foreign policy of the United States under these circumstances, when the character and credibility of the Secretary of State is at issue. And if it is not cleared up, I will resign. Le ministre des Affaires étrangères conserve son poste, sans doute parce que celui de son chef est bien plus menacé. Un jour, il est sur le point de démissionner, le lendemain, il se ravise, et ça continue comme ça. Il savait qu'il n'avait plus les moyens de gouverner. Le 7 août 1974, Richard Nixon jette l'éponge. Les mensonges accumulés des derniers mois pèsent trop lourd. Mais avant d'annoncer au monde entier sa démission, il appelle une dernière fois son fidèle Henry. Il m'a appelé après le dîner et m'a demandé de passer le voir. Il était seul. Quelques heures avant, il m'avait annoncé qu'il comptait démissionner cette nuit-là. Il m'a demandé de faire un bilan de notre politique extérieure, quelles en étaient les réussites. Évidemment, il était très abattu. Je lui ai dit que l'histoire serait plus indulgente à son égard que ses contemporains. Il m'a répondu quelque chose de typiquement Nixon. Tout dépend de qui écrira cette histoire. Quand je l'ai quitté, il a proposé de dire une prière. C'était très naturel. C'était la fin de sa carrière politique. De retour dans son bureau, Kissinger entend sonner le téléphone. Le président est à bout de nerfs.
Kissinger lui promet d'évoquer la rencontre en termes respectueux s'il est amené à en parler un jour. Mais les écoutes fonctionnent toujours à la Maison-Blanche. De toute évidence, il existe un dernier enregistrement qui témoigne de l'état de Nixon. Je me suis assuré que cette bande n'irait nulle part. Vous pouvez nous en parler? Non, je ne sais pas où elle est. Et je ne l'ai jamais écoutée. Vous ne l'avez jamais écoutée? Non, jamais. Qu'avez-vous fait de la bande? Je ne l'ai jamais écoutée. Est-ce que vous l'avez détruite? Vous savez, c'était apparemment très personnel. Oui, je l'ai détruite. La fin d'une présidence, ainsi que d'une relation de dimension historique. Une nouvelle donne pour Henry Kissinger, car avec Nixon disparaît également la cible favorite des critiques. Son nouveau chef, Gerald Ford, ne peut pas être le paratonnerre de Kissinger. Les médias se sont souvent servis de moi par défaut, tant leur haine de Nixon était grande. Mais cette sécurité avait disparu. En tant que survivant de l'ère Nixon, je devenais une cible naturelle. C'était plus facile d'attaquer Ford à travers moi, bien que ce soit un renversement de situation. Je suis devenu un politicien comme les autres. C'est un ministre des Affaires étrangères normal qui s'apprête à faire avec son nouveau président une visite officielle normale dans un pays ami, l'Indonésie. Pourtant, à Jakarta, en cette fin 75, l'enjeu est de taille. La puissance coloniale portugaise s'est retirée du Timor oriental tout proche, où des troubles viennent d'éclater. Le président Suharto projette d'envahir la petite péninsule. Quelle va être la réaction de l'Amérique? Pendant que nous nous trouvions là-bas, les Indonésiens nous ont dit qu'ils allaient probablement marcher sur le Timor oriental et on s'est imaginé que nous aurions pu les arrêter. Nous n'étions pas en mesure de le faire. Ils ne nous ont pas demandé notre avis. Un peu comme les Indiens, quand ils ont repris Goa. Mais ce n'était pas très réfléchi. C'est venu dans la conversation de manière inattendue. Elle a été presque entièrement menée par le président Ford. Je le répète, si vous prenez le texte de cette conversation, on n'y a pas consacré plus de 5 minutes. Le procès-verbal secret de cette rencontre montre comment le président indonésien Suharto s'arrange avec Ford et Kissinger. Suharto, nous voulons que vous soyez compréhensif si nous décidons d'une action énergique. Ford répond, nous serons compréhensifs et nous ne vous harcèlerons pas à ce sujet. Nous comprenons votre problème et vos intentions. Et Kissinger d'ajouter, vous admettrez que l'utilisation d'armes américaines pourrait poser des problèmes. Il continue, quoi que vous fassiez, il est essentiel que vous réussissiez rapidement. Nous pouvons peser sur la réaction de l'opinion en Amérique à condition que votre action ait lieu après notre retour. Cela évitera que certains fassent des déclarations intempestives. Le président sera de retour lundi à 21h, heure de Jakarta. L'engagement sera tenu et les premiers reportages des chaînes américaines sur l'attaque sanglante du Timor oriental seront diffusés 15 heures après le retour de Ford. Kissinger et Ford auraient dû lui dire « Ne faites pas ça, nous décréterons un embargo, on va vous isoler totalement ». Mais ils n'ont rien dit de tel, ils ont acquiescé d'un hochement de tête. Henry Kissinger est devenu une personnalité. Il a fait fortune, mais il a subi des revers cuisants. L'un des plus spectaculaires a encore des conséquences pour lui et pour son pays des décennies plus tard. Saïgon, Sud-Vietnam, avril 1975. Le traité de paix signé par Kissinger ne vaut plus rien. Les Vietnamiens du Nord envahissent Saïgon. Les Américains et leurs alliés sud-vietnamiens, en pleine panique, quittent la ville.
Kissinger was very conscious of the fact, and remains to this day very conscious of the fact. Kissinger est parfaitement conscient qu'à chaque fois que les Américains se retirent d'un pays, en laissant derrière eux une situation fragilisée, cela devient plus difficile la fois suivante de convaincre un pays de s'allier avec les États-Unis. Un cabinet de crise est réuni sans discontinuer. Donald Rumsfeld, le chef d'état-major de Ford, en fait partie. Les nouvelles qui parviennent du Vietnam annoncent une catastrophe. Les États-Unis doivent-ils réagir en bombardant? Retrait ou contre-offensive? J'ai dit à Henry, ce truc va nous péter dans les doigts. Il faut faire quelque chose. Il m'a répondu, Alex, c'est toi qui dois parler au président. Il y avait des tensions entre Henry et les hommes de Ford, pas avec Ford lui-même. Nous pensions que le moins que nous puissions faire pour les Sud-Vietnamiens, malgré leurs carences, c'était de ne pas suspendre notre aide. Il savait qu'on ne pouvait pas envoyer de nouvelles troupes, mais il aurait souhaité qu'on bombarde pour répondre aux violations du cessez-le-feu de Hanoï. Je crois qu'Henry Kissinger aurait tenté une action si cela avait été possible. Je n'en doute pas une seconde. Si cela avait été possible. Les dirigeants américains sont partagés. Cette situation à l'autre bout du monde est ingérable. Kissinger et Ford doivent prendre une décision. Quand tout s'est effondré, je me souviens qu'Henry a dit « Larry, c'est allé trop loin. On ne peut plus sauver la situation. Le mieux est de partir le plus vite possible. » Le 30 avril 1975, les derniers Américains quittent le Vietnam. Depuis cette époque, l'affaire du Vietnam étend son ombre sur la politique américaine. Malheureusement, la même problématique se pose aujourd'hui au sujet de l'Irak. On peut faire certains parallèles, mais dans l'ensemble, c'est très différent. C'est maintenant un combat idéologique, avec des enjeux globaux. C'est beaucoup plus grave qu'au Vietnam. Je crains très sérieusement que l'échec en Irak ne se répercute sur les 25 prochaines années, comme l'échec au Vietnam sur les 25 dernières. Une superpuissance se heurte à ses limites. Durant les années fastes, Henry Kissinger avait réussi à les repousser et à ouvrir à son pays de nouveaux espaces de réflexion. Mais qu'en est-il du Vietnam ? Le Vietnam a permis aux Américains de retrouver leurs propres limites, pour un temps. Si vous vous contentez de vous confronter aux seuls éléments d'une situation donnée, vous êtes condamné à faire du surplace. Vous ne voyez que les problèmes et pas les chances qui s'offrent à vous. L'art de la bonne gouvernance consiste à avoir des objectifs qui se trouvent juste à la limite de ce qu'une société peut accepter. S'ils sont au-delà, c'est l'échec. S'ils sont en deçà, vous n'exploitez pas toutes vos chances. Il faut trouver un équilibre. Il faut avoir bien compris cela. Et je pense que mon expérience me l'a enseigné. Henry Kissinger quitte ses fonctions en 1977. Ses décisions et ses enseignements marquent aujourd'hui encore les États-Unis et le reste du monde.